Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à l'occasion du renouveau de l'univers DC Comics au cinéma, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Superman de James Gunn vient de sortir. C'est un film qui est supposé être un reboot de l'univers DC Comics, autrement dit vraiment de donner un nouveau souffle en fait à cet univers au cinéma, avec de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, et par conséquent en recastant notamment Superman qui a avant été joué par Henry Cavill, maintenant c'est David Corenswet. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de donner une nouvelle impulsion à cet univers. Et pour moi c'est l'occasion de revenir un peu sur cet univers DC Comics qui est très large, qui a connu beaucoup d'adaptations, pas toutes réussies qu'on se dise, contrairement à Marvel qui a réussi à créer quelque chose de cohérent à peu près. DC Comics c'est assez éparpillé avec des univers qui ont été lancés mais finalement qui n'ont pas été développés par la suite, faute de succès par exemple, ou tout simplement parce que la qualité n'était pas là. Donc voilà, c'est un univers qui est très étendu, qui a de nombreuses histoires à nous raconter et de nombreux personnages. Ici l'idée c'est vraiment de vous parler de mes 5 personnages préférés, voilà, de vous faire un top 5 de mes 5 chouchous de chez DC Comics, en me concentrant sur les adaptations, que ce soit les séries TV, les films, les dessins animés, pour la simple bonne raison que pour l'instant je ne suis pas connaisseuse des comics DC. Autant Marvel c'est vraiment les comics, voilà, je les adore, je les lis. Autant d'ici, je suis vraiment pas familière, donc je vais pas m'attarder sur ce qui est proposé dedans. Vous allez être très étonnés, je pense, avec cette vidéo, puisque DC Comics ne détient pas seulement les droits des super-héros, comme on peut le penser, Superman, Batman, etc. Mais DC Comics détient aussi d'autres franchises, et par conséquent, vous allez voir que des personnages, notamment un, surtout un en fait, va vous surprendre, parce qu'on n'est pas au courant finalement qu'il vient de chez DC Comics. Alors, ça paraît évident, mais pour parler de ces personnages, je vais quand même être obligée de vous dévoiler certains pans du récit. Malheureusement, je n'ai pas le choix parce que voilà, c'est pour justifier aussi mon attachement à eux. Donc, gare aux spoilers, j'irai pas trop loin non plus, mais voilà, il y en aura très certainement. Le premier, il a la vingtaine. Donc ça va, on a pris le même âge, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que je regardais cette série intitulée Titans, j'étais totalement sous charme de Jason Todd. Alors, pour revenir un peu sur la série Titans, quand même c'est important, c'est une série qui est supposée instaurer voilà, un univers DC Comics plus dark, vous voyez. C'est une série dont la première saison était très réussie, pour le coup, ça avait été un immense coup de cœur. Elle avait été diffusée sur Netflix, c'était 2018-2019 il me semble. La seconde saison était plutôt pas mal non plus, puis voilà, la qualité s'est dégradée jusqu'à la fin du programme en 2023, avec une 4e et dernière saison. Cette série, c'est un parfait compromis entre un ton sombre, des personnages qui sont très humains avec une certaine noirceur, vous voyez, et en même temps il y avait un côté assez fun parce que l'idée c'était d'adapter les comics Teen Titans, voilà, dans lesquels on suit une bande de super-héros plutôt jeune. Pour vous placer un peu le contexte, dans cette série on suit le premier protégé de Batman, Dick Grayson, son tout premier acolyte, son tout premier Robin, vous voyez. Mais voilà, Dick s'est émancipé de Batman et mène des missions en solo. Lors de l'une d'elles, il est interrompu par un jeune homme qui porte aussi le costume de Robin. C'est le tout nouvel acolyte plutôt de Batman, Jason Todd, le second Robin. Jason il est tout jeune, il a 20 ans, il est un peu foufou, vous voyez, ce qui étonne pas mal avec Dick qui lui est bien plus sage. Et les deux, bon, si au départ c'est assez tendu parce que Jason est assez imbu de lui-même, petit à petit ils vont commencer à s'apprécier l'un et l'autre, un peu comme un grand frère et son petit frère. Yo, look, it's been 3 months, man. When do I get to go back to Gotham City? Bruce doesn't think you're ready yet, and neither do I. I'm sorry, man, you blew your privileges. What? The Batmobile joyrides, the motorcycle on the staircase, I was practicing my tactical maneuvers. and those websites you bookmarked. You know that's not what the Bat computer's used for. Oh, come on, man, this gig is a waste of time. It's called training. And you know as well as I do, it never stops. Le problème c'est que Jason, avec ce costume, il prend la confiance. Il est persuadé que ça le fait passer au-dessus des lois. Que le fait d'être Robin, ça lui permet de faire absolument tout ce qu'il veut en fait avec le costume. Et par conséquent, il se met en danger. Parce qu'il a le sentiment d'être invincible. Et il finit par se faire tuer par le Joker avec un pied de biche. Alors, ce moment-là, parce que c'est aussi peut-être pour ça que Jason Todd, on s'en souvient autant, c'est parce que non seulement on s'y attache, mais qu'en plus de ça, il subit une mort absolument horrible. Une mort qui est encore plus choquée lorsqu'elle a eu lieu dans les comics à l'époque. À l'époque, je parle des années 80, 1988 plus particulièrement, puisque DC Comics a orchestré un événement qui a traumatisé vraiment les fans de l'époque. Dans le sens où la mort de Jason Todd était totalement inattendue, mais en plus de ça, DC Comics a laissé le choix au lecteur. C'est-à-dire qu'en 1988, on a le personnage de Jason Todd qui est entre la vie et la mort dans les comics, et DC Comics a organisé un vote chez les fans pour savoir si Jason allait mourir ou non.
les fans ont voté oui, et Jason est mort. Il est mort pendant très longtemps, pour le coup, ce qui a entraîné vraiment une grande culpabilité chez Batman, et Jason, il faut attendre... attendez, je fais le calcul... Oh, bah il faut attendre presque 20 ans pour qu'il fasse son retour dans les comics. Presque 20 ans sans Jason Todd. Autant vous dire que c'est une mort qui a quand même durablement choqué, traumatisé, meurtri Bruce Wayne. Bruce Wayne alias Batman, pour ceux qui sont un peu perdus dans l'univers DC Comics. Voilà, et donc Jason Todd, il ressuscite et il revient sous la cagoule de Red Hood. Red Hood, c'est un personnage qui, une nouvelle identité, on va dire, qui va le faire basculer vraiment du côté des anti-héros, où il va totalement embrasser son côté sombre. Voilà pour la backstory de Jason Todd, pour que vous puissiez un peu comprendre le personnage. Moi, quand je pense à Jason, en fait, je songe à cette scène de danse, où il danse avec Rose, une jeune femme dont il est amoureux, voilà, pour qui il commence à éprouver des sentiments, et c'est sur une chanson, vous voyez, de The Weeknd, et en fait, c'est une scène qui symbolise toute cette jeunesse, finalement, malgré le masque de force qu'il porte, malgré sa fierté mal placée. Jason Todd, c'est un personnage qui est jeune, qui est fougueux, et qui... dans cette scène, se laisse enfin aller à ce qu'il est réellement. Un jeune adulte qui vit intensément. Jason, c'est aussi un écorché vif en fait qui peut se briser à tout moment parce que Rose, cette jeune femme dont il va tomber amoureux, se révèle être la fille de leur ennemi. Et c'est très douloureux pour Jason qui se sent vraiment trahi. Et je sais que dans cette série, plusieurs personnes peuvent le trouver un peu insupportable parce que voilà, il genre à démarrer au quart de tour en fait. Mais comme je disais, c'est vraiment un écorché vif, c'est un jeune homme qui a la peau à vif. Voilà, et si vous le touchez un peu trop fort, bah... les conséquences peuvent être très douloureuses, vraiment, ça peut faire très très mal. Et ça rejoint encore cette idée que je vous évoquais un peu plus tôt du garçon qui traverse en quelque sorte cette existence de super-héros, ce quotidien de super-héros, un peu comme si tout était décuplé, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a une force, pour lui, c'est-à-dire qu'il est surpuissant. Quand il tombe amoureux très fort, quand il se fait mal très fort. Et je crois que c'est cette fragilité justement que j'aime autant chez ce personnage. Alors un autre personnage beaucoup plus jeune, cette fois-ci, mais vraiment très jeune dans le sens où il a 14 ans lorsqu'on fait sa connaissance dans le film, c'est Billy Batson. Et c'est intéressant parce que Billy et Jason, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'on a deux personnages qui possèdent chacun des pouvoirs surpuissants. Sauf que Jason, il va se laisser engloutir, là où Billy, il va utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Il va se laisser porter à l'inverse par ses nouvelles capacités. Billy Batson, c'est le protagoniste qu'on découvre dans les deux films Shazam, le premier sorti en 2019 et le second en 2023. Alors voilà, lui aussi il a un pouvoir immense, à ceci près qu'il ne s'en sert pas pour faire le justicier un peu vengeur comme Robin, comme le Jason Todd de Robin, mais pour s'amuser. En fait, on nous l'introduit à Billy Batson dans le premier film comme un petit voyou. Avec sa bouille d'ange et sa malice, il vient de voler dans une boutique en fait pour la énième fois. Et on l'entend à la musique pop en bande sonore. Il aime cette adrénaline, clairement. C'est pas une scène de vol un peu intense, c'est une scène de vol où il s'amuse, il s'éclate, il vient de voler quelque chose, hop, il prend la fuite et c'est rigolo. Lui, il voit ça comme quelque chose d'amusant. Billy Batson, c'est un garçon que sa mère a abandonné quand il était plus jeune dans une fête foraine, quand il était enfant, en fait tout petit, et régulièrement, donc il est placé en famille d'accueil, mais il ne cesse de s'en échapper jusqu'à là arriver dans une nouvelle famille d'accueil où il a énormément de frères et sœurs. Des frères et sœurs qui sont eux aussi adoptés d'ailleurs. Ça forme vraiment une grande famille assez mélangée en quelque sorte. Là aussi en fait, la grandeur de Billy Batson elle touche parce que c'est un garçon qui, malgré le fait que sa mère l'a abandonné, il est persuadé qu'elle va revenir le chercher, voilà. Et régulièrement il va à sa recherche parce qu'il est persuadé que non, c'est une erreur, elle n'a pas pu l'abandonner. C'est un personnage qui voit le bon en les gens, vraiment, lui il voit que l'honnêteté, il voit que la gentillesse, et cette innocence elle fait du bien en fait dans un univers aussi sombre que l'univers d'ici. Billy Batson, c'est un peu un vent de fraîcheur, vous voyez, là-dedans. Et justement, je vous parlais du fait que Billy Batson, c'est un personnage qui est bon, qui est innocent, qui est gentil. Et bien justement, un jour, il se trouve projeté par enchantement dans une grotte, voilà, où se trouve le rocher d'éternité. Enfin, même
Non, la grotte est appelée le rocher de l'éternité d'ailleurs, et dans cette grotte il y a 7 sièges. 7 sièges qui correspondent à 7 sorciers, et les 7 sièges sont vides, sauf un. Et c'est le dernier sorcier en fait encore en vie. Ces sorciers, ils avaient une tradition, nommer un champion à qui ils allaient conférer le pouvoir des dieux. Sauf que voilà, ils ont donné le pouvoir à un champion, et ce champion, il les a trahis. Donc le dernier sorcier en vie va mourir, il va transmettre des pouvoirs, il cherche une personne qui est bonne, il va donc décider de donner ses pouvoirs à Billy juste avant qu'il meure. Parce que selon lui, Billy c'est une personne qui est authentiquement bonne. Voilà. Et donc Billy hérite les pouvoirs de plusieurs dieux qui forment l'acronyme Shazam. Oui, voilà, c'était assez évident. La sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure, Shazam. Vous prenez la première lettre de chaque prénom, ça forme l'acronyme. Et donc l'idée c'est que pour utiliser ses pouvoirs, Billy il doit crier le mot Shazam et donc ça va le transformer en adulte avec un corps bien costaud et des super pouvoirs littéralement hérité des dieux. Et j'adore la légèreté en fait de ce personnage qui en soi n'a que 14 ans, vous voyez, c'est un enfant avec les pouvoirs d'un dieu. Et au départ il s'en sert pour rigoler, pour s'amuser, il teste ses différentes capacités, il publie les vidéos sur les réseaux, en plus sur le thème de Rocky, vous voyez, Eye of Tiger, donc c'est très drôle, vraiment. Ce que je retiens de ce personnage, c'est qu'il est vraiment drôle pour le coup, très frais. Et en fait le récit va marquer un tournant quand malencontreusement Billy, à force d'utiliser ses pouvoirs, voilà, à force de s'amuser avec, fait tomber un bus rempli de personnes d'un pont. Et donc Billy le sauve et c'est là qu'il réalise l'étendue en fait de ses pouvoirs, l'étendue de ce qui lui arrive et donc il décide de mettre ses pouvoirs au service du bien. You're like a bad guy, right? Okay. Look, before this gets really stupid for you, you should know that I'm basically invincible. So you know. The weapons of man draw no blood from our kind. En plus c'est un personnage qui est porté par de belles valeurs et c'est peut-être pour ça que j'apprécie aussi autant. C'est parce qu'il prend soin des autres, il passe du temps avec sa famille. À mes yeux, les films Shazam et les personnages de Billy c'est peut-être les plus family friendly de l'univers d'ici. Vraiment c'est les rares films d'ici que vous pouvez regarder avec des enfants, en tout cas en famille. On a parlé de l'univers d'ici un peu plus dark en série, on a parlé de l'univers d'ici au cinéma, là on va parler de l'univers d'ici sur les séries télévisées, ces fameuses séries qui sont composées de 24 épisodes avec 7, 8, 9 saisons. C'est l'Arrowverse comme on l'appelle. En fait c'était donc un univers centré autour du personnage d'Arrow, Green Arrow, donc Oliver Queen avec son arc et ses flèches, etc. Et autour de lui gravite une galerie de personnages qui ont fini par voir leur série solo. Parmi ces séries, on a la série The Flash, alors qui elle a été diffusée pendant presque 10 ans. Et dans l'entourage de Flash, on a notamment une héroïne, celle dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Caitlin Snow. Alors Caitlin Snow, vous allez voir, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme badass. C'est l'un des personnages principaux de la série The Flash, donc qui, je vous le disais, a été diffusée pendant presque 10 ans, qui s'est arrêtée là il y a 1 ou 2 ans. Dans cette série, on suit le personnage de Barry Allen qui a été frappé par la foudre et qui se retrouve avec des pouvoirs de super vitesse. Alors qu'il découvre son nouveau pouvoir, il est épaulé par un laboratoire nommé Starlab et parmi les chercheurs de ce laboratoire, on a Caitlin Snow qui est une femme brillante, en fin de vingtaine à peu près, qui est ingénieure en biologie. C'est une femme intelligente, douce, qui alterne entre travail et vie amoureuse, qui est investie dans son métier, passionnée, qui est un peu désinhibée quand elle boit de l'alcool. Bref, c'est une femme normale, très intelligente, mais assez banale en apparence. You're not much of a singer, and you're not much of a drinker. You're gonna bring this place down. Okay, just good girl. Get ready. Summer lovin', happy at last. Summer lovin', happened so fast. I met a girl crazy for me. Sauf qu'elle a un alter ego maléfique. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, quand elle était plus jeune, elle a développé une maladie rare et ses parents, eux-mêmes scientifiques, ont mené des essais de cryogénie sur elle en espérant que ça la guérisse. Ça l'a guérit, mais ça a créé une seconde personnalité de glace, voilà, qui est restée pendant longtemps en dormance. Elle est restée en dormance pendant des années, mais vous vous en doutez, elles vont surgir, ses pouvoirs, cette seconde personnalité va surgir au cours de la série. Caitlin va tenter de les cacher.
y compris se couper les cheveux quand ceux-ci deviennent blancs, parce que quand elle utilise ses pouvoirs, ses cheveux blanchissent. Elle va mener des tests en secret sur elle-même pour comprendre ce qui lui arrive, sauf que c'est de pire en pire, parce que elle, qui est toujours très maîtrisée, vous voyez, toujours dans le contrôle de ses émotions, bah en fait, elle va perdre le contrôle de ses propres sentiments et se laisser marcher dessus par cette nouvelle personnalité très colérique et dangereuse, et donc va finir par le révéler à l'équipe. Moi, ce que je trouve passionnant chez elle, c'est voir comment cette femme refuse d'accepter en fait cette nouvelle facette. Parce que Killer Frost, c'est un peu une facette qui est très éloignée même de la jeune femme bienveillante qu'on connaît. My problem is we needed you when you were holed up in your snowtris of solitude. I mean, you even refused to come out at Jitters. Flash was there, so spare me the little hallway chat. And I'm not afraid of dying. I know that, but you are afraid of living. Killer Frost, cette seconde personnalité maléfique, en fait, elle est violente, elle est dangereuse, elle a des pulsions meurtrières, tout ce que Kathleen refoule finalement depuis le début, tout ce qu'elle refuse d'être. D'ailleurs, elle veut même pas utiliser ses pouvoirs pour sauver des gens. Au départ, elle dit non mais c'est hors de question que j'assume cette part d'ombre, parce que cet alter ego, en fait, il symbolise sa part d'ombre et laquelle elle va devoir apprendre à coexister, à vivre avec. Et j'aime bien l'idée de matérialiser ça, dans le sens que cette jeune femme qui, voilà, est toujours dans le contrôle, et bien face à elle, elle a cet alter ego qui finalement est tout ce qu'elle répudie depuis le début, et là elle doit assumer, voilà, cette personnalité qui fait partie d'elle. Alors là, non, je me marre parce que c'est vraiment un personnage où pour le coup on est vraiment sur mes hormones qui parlent. Moi je gloussais pendant toute la série, dès que le personnage apparaissait. Je suis très déçue parce que à l'époque, c'était en 2023 quand la série est sortie, 2022 quand la série est sortie, j'étais fan de ce personnage. J'avais même dans mes enregistrements Instagram une vidéo sur Womanizer de Britney Spears que je regardais tout le temps parce que j'étais trop fan. J'ai pas réussi à la retrouver. En attendant, j'ai quand même le plaisir de vous montrer un edit de ces personnages. C'est pas l'original, c'est pas ce que je vais vous montrer, mais il est quand même très très bien. Mesdames et messieurs, voici le Corinthien. I assume you were trying to get my attention. Now that you've got it, tell me why I shouldn't kill you. Le Corinthien, c'est l'un des personnages centraux de la série The Sandman, diffusée sur Netflix en 2022, dont la première saison a été diffusée sur Netflix en 2022, et là la saison 2 et la dernière, eh bien, va sortir. Les épisodes sont un peu éparpillés tout au long du mois de juillet. Alors vous êtes surpris parce qu'effectivement Sandman, c'est pas une licence qu'on associe forcément à DC Comics, mais en fait DC détient Vertigo, et parmi les licences que détient Vertigo, on a V for Vendetta, et on a aussi The Sandman, donc qui est une série de romans graphiques écrits entre 1989 et 1996. Dans Sandman, on suit Morpheus. Morpheus, c'est le seigneur des rêves qui veille sur le sommeil de tous les humains. Morpheus donc a été enfermé pendant un siècle, ce qui a bouleversé le monde des rêves et le monde des vivants. Et donc on le suit alors qu'il s'en est enfin sorti et qu'il va tenter de restaurer tout ça. Et donc on suit aussi ces différentes rencontres. Parmi les nombreux personnages de la série, on a le Corinthien. Comme je vous le disais, Morpheus, il règne sur le monde des rêves. Il crée les rêves et les cauchemars. Et en fait, au début, quand il maîtrisait assez mal ses pouvoirs, il a créé, sans faire exprès, un cauchemar sur pattes. Et ce cauchemar sur pattes, c'est le Corinthien. Sauf que le Corinthien, il a gagné en indépendance, il s'est émancipé du contrôle de Morpheus jusqu'à s'échapper du monde des rêves. En fait, littéralement, il a enfermé Morpheus et maintenant il vit sa petite vie dans le monde des humains. Le problème, c'est qu'il est extrêmement dangereux et peut-être qu'avant d'aller plus loin, ça peut être intéressant de décortiquer son nom. Parce que vous allez voir que son nom donne déjà plein d'informations, mais vraiment beaucoup d'infos sur le personnage. Déjà, le prénom il a plusieurs significations. Au XVIIe siècle, un Corinthien, c'était comme ça qu'on appelait un débauché. Corinthien, ça renvoie aussi à la ville de Corinthe, qui était perçue comme décadente. Ça renvoie aussi à la Bible, c'est une référence biblique à l'épître que l'apôtre Paul destine aux habitants de Corinthe, dans laquelle il remet ses habitants dans le droit chemin parce que il pointe notamment le désordre moral qui règne à Corinthe. Et enfin, c'est aussi une référence au cuir corinthien de qualité qui est visiblement présent dans les voitures de luxe. Un truc qui est assez connu aux États-Unis, moins chez nous. Donc je pense qu'avec ces différentes significations, j'ai quand même pu vous brosser un peu le portrait du personnage. Un personnage, bah ouais, je vous ai dit débauche, je vous ai dit désordre moral, je vous ai dit décadence, je vous ai dit luxe.
ça lui ressemble plutôt bien. C'est un sacré personnage, à commencer par son esthétique, son design, puisque c'est un personnage qui est charismatique, qui est élégant, sauf quand il retire ses lunettes, puisque je vous le disais, c'est un cauchemar ambulant. Et donc, sous cette apparence assez charmante, et ben, quand le Corinthien retire ses lunettes, il n'a pas d'yeux, puisqu'à la place des yeux, il y a des dents. Et en fait, lui, son plaisir, c'est de manger les yeux des gens, en particulier les yeux des hommes, ce qui est une référence évidente à son homosexualité, d'autant qu'il a fréquenté plusieurs jeunes hommes tout au long du programme. C'est un personnage qui en fait est aussi passionnant qu'effrayant, dans le sens où, comme c'est un cauchemar, il est supposé regrouper, vous voyez, toute la noirceur de l'humanité, parce que c'est littéralement un cauchemar sur pattes, c'est un cauchemar ambulant ce personnage, et ça se ressent dans sa violence et son sadisme, vous voyez. Littéralement, c'est un miroir de l'humain. Morpheus a créé comme un miroir de l'homme, un miroir des facettes les plus sombres de l'humanité, sauf qu'ici le curseur il est vraiment poussé, vous voyez, à son paroxysme quoi. Et c'est un personnage qui est absolument passionnant à suivre quoi. I am not the problem, Dream. You're right. This was my fault, not yours. I had so much hope for you. But I created you poorly then. So I must uncreate you now. Moi j'adore étudier des personnages complexes et de toute cette vidéo c'est sans aucun doute le plus tordu que j'ai pu vous présenter. Et je l'ai pas dit mais évidemment le Corinthien revient dans la saison 2 de Sandman. And as for me, well, I like the eyes. Et enfin, dernier personnage, et c'est marrant parce que de toute cette vidéo, c'est sans doute le personnage qui regroupe le mieux l'esprit DC Comics. Des personnages qui sont écorchés, qui ne vont pas bien en fait, et qui finalement tendent vers la lumière. Là où chez Marvel, on est quand même moins focus sur ces personnages humains qui vont mal. Vous voyez, chez Marvel, on est plus sur le côté super pouvoir. Chez DC, on est vraiment sur une analyse de psychologie. Et Dick Grayson rentre plutôt bien là-dedans. Dick, on en a parlé au tout début de la vidéo, c'est un peu un cercle en quelque sorte. On a commencé par lui, on finit par lui. Dick, c'est mon grand amour chez DC Comics qui est au tout début de sa trentaine, vous voyez. On l'a découvert dans la série Titans, donc dont il est le protagoniste. En fait, Dick Grayson, il a grandi dans un cirque où ses parents étaient trapézistes. Ils ont fait une chute fatale en pleine performance. Il a été recueilli par Bruce Wayne, alias Batman, qui le forme, le surentraîne, qui lui vole sa jeunesse en quelque sorte pour en faire son premier Robin, voilà, son fameux acolyte sur le terrain. Robin, c'était supposé être le penchant positif de Batman, c'est-à-dire que Batman c'est un personnage qui est vraiment torturé, Robin c'est un personnage qui est supposé incarner l'optimisme, l'innocence, la résilience, d'où les couleurs de son costume qui sont vertes et rouges. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça pour Dick, puisque c'est un personnage troublé qui laisse parfois ressortir sa peine, notamment en se montrant très violent avec son adversaire, ses adversaires, tout le contraire en fait de ce que devrait être Robin. Pourquoi ? Parce que Dick il est amer. Dick il est amer envers Bruce parce qu'il est persuadé d'avoir été transformé en arme par Bruce Wayne. Que Batman s'est servi de lui en fait et il lui en veut énormément. D'ailleurs Batman il prend cher clairement dans la première saison puisque Dick il est très critique vis-à-vis de la chauve-souris. You had a chance. You would have killed everyone on the bus. And he's gonna kill how many more now? I'll get him. Maybe you've lost the taste for how this works. We'll get another shot. The old Robin would have taken the first one. Hank, hey. That's enough. Come on. C'est peut-être aussi pour ça que la première saison est ma préférée, c'est parce que dans cette série en fait, dans la première saison en particulier, c'est vraiment l'histoire d'un héros blessé, d'un héros qui ne va pas bien et qui découvre la lumière en fait. Dans la première saison, il rejette l'emprise de Batman, vous voyez, pour devenir un homme libre, et d'ailleurs à la fin de la seconde saison, il va donc changer totalement de costume, mettre le costume de Robin au placard pour devenir Nightwing, littéralement un nouveau héros, un nouveau justicier, une nouvelle identité, une nouvelle vie en quelque sorte pour lui. Et voilà, dans la série Titans, donc vraiment on le suit alors qu'il s'est émancipé de Bruce Wayne, qu'il est enquêteur à Détroit et qui va prendre à son tour sous son aile des jeunes dotés de super pouvoirs, faisant office de grand frère pour eux, à ceci près que dit qu'il veut que ces ados aient une adolescence normale en fait. Il veut pas que leur jeunesse leur soit volée
comme Bruce Wayne l'a fait avec lui par le passé. Et c'est marrant parce que lui qui cache normalement ses sentiments, il s'adoucit vraiment face à ces jeunes et il essaye en fait d'être le mentor que Batman n'a jamais été pour lui, quelqu'un qui est à l'écoute, qui est doux, compréhensif. Dick Grayson, ouais, c'est peut-être celui qui incarne le mieux l'univers DC Comics parce que voilà, je pense que vous l'avez constaté avec les personnages que je vous ai présentés, c'est un univers où les héros ils sont fragiles, où les frontières entre le bien et le mal elles sont ténues, voire invisibles, qu'un personnage il peut flirter sur cette ligne en fait constamment. Parfois il prend une décision, comme Billy Batson, il se range du côté du bien, parfois comme Jason, on flirte sur cette ligne et puis parfois ça penche du côté du mal en fait. Ça dépend vraiment. En tout cas, Dick c'est vraiment ce personnage qui a commencé dans l'ombre pour finir dans la lumière, qui s'est redressé après la chute, mais qui reste blessé, vous voyez, qui reste meurtri et qui peut retomber à tout moment. Et sans doute pour ça, c'est pour toutes ces contradictions que ça reste mon personnage préféré de l'univers DC Comics. You can have me instead of Rose or Jason. I'm pretty sure I'm the one you're mad at anyway. Here I am. Unarmed. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu voir un peu mes personnages préférés de chez DC. Et encore une fois, moi Marvel ça reste mon univers de super-héros favori. Mais c'est vrai que chez DC, il y a une profondeur en fait chez les personnages qui est passionnante. Et pour des gens qui comme moi adorent les films psychologiques, bah, j'y trouve vraiment mon compte là-dedans. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos personnages préférés de chez DC, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.